Bonjour pour ce deuxième épisode sur l'hormonothérapie. On a vu la dernière fois les médicaments, enfin le principe et la logique de l'hormonothérapie médicale. Et maintenant, je vous propose de voir comment on peut aller plus loin. Ce que je vous avais suggéré à la fin, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être non pas simplement anti-hormones, mais aussi aider les hormones à être transformées correctement. Et ça va jouer un rôle important pour les cancers dits hormonodépendants, et on verra au-delà de ça pour les cancers qui ne sont pas hormonodépendants, mais pour lesquels les hormones vont jouer un rôle initiateur de la maladie. Rappelez-vous, initiation, c'est la graine qui est créée, mauvaise graine, mais une mauvaise graine, il faut qu'elle puisse pousser, il faut qu'elle ait un terrain. C'est la promotion qui va permettre à cette graine de germer. Après, c'est bien beau qu'elle germe, il faut encore qu'elle survive et qu'elle se développe, et c'est la phase de promotion, prolifération. Voilà. Donc la graine germée, et ensuite l'explosion et le développement. Donc là, on peut agir, on va le voir sur par l'hormonothérapie, aussi bien sur cette phase de promotion, l'aspect nourricier du cancer, mais on peut aussi agir sur la phase initiatrice, au moment où la cellule cancéreuse est créée. Et donc, ça va être technique par moment, mais laissez-vous porter par aussi ce que je raconte, par ce que je dis. Vous avez des sources que je mets habituellement aussi en bas, donc si vous voulez travailler, regarder, n'hésitez pas. Il y a des sources pour montrer que ça ne sort pas de nulle part tout ça. Et puis les schémas sont compliqués, mais vous pourrez revenir. Mais le but est de montrer surtout que ça ne vient pas de nulle part. Alors ce schéma, on revient dessus parce que tout est là et on va le détailler. On va prendre un par un en fait le chemin d'une hormone. Comment elle est fabriquée d'abord, comment elle est élaborée. Ensuite, une hormone, il faut qu'elle soit transportée dans le sang. Et si elle est libre, elle est disponible. Si elle est transportée par une protéine, par quelque chose, elle n'est pas disponible, ça veut dire qu'elle n'est pas active. Donc on verra qu'on peut jouer là-dessus. Alors vous le voyez sur la droite, il est marqué transport, SHBG. Donc c'est pour le nom de la protéine transporteuse principale. Ensuite, il faut qu'elle puisse agir sur la cellule et donner un résultat, mais on va voir qu'une hormone n'est pas forcément identique à une autre. Elles ont toutes une puissance d'action. Des perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets supérieurs aux hormones naturelles. Voilà, donc c'est important de savoir ça. Attention que je vais surtout parler d'œstrogènes, mais ne vous inquiétez pas, ça concerne tout le monde finalement. Nous avons tous des œstrogènes, et là c'est le nœud du problème. Donc c'est vraiment, pour ce qui est après des androgènes, on peut facilement traduire l'histoire pour les hormones masculines. Et je le ferai des fois. Voilà, et puis on verra ensuite que ces hormones vont vers le foie, puis elles sont éliminées par les intestins, et là encore il peut se passer des choses. Donc là, première chose, premier élément, la synthèse de ces œstrogènes, elle est fabriquée, et ça donne un niveau d'œstrogène circulant, transporté. Ensuite, troisième point, il faut transformer ces hormones, l'éliminer, et c'est le foie qui le fait principalement. Et ensuite, c'est encore une fois les émonctoires, les intestins essentiellement. Comment s'éliminer par les intestins? Et là aussi, il peut se passer des choses, et on peut agir favorablement, ou au contraire, laisser faire des choses qui peuvent mal se passer. Voilà notre schéma. Sur la synthèse, je vous montre ce schéma qui fait peur, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses marquées, mais je voudrais que vous regardiez tout en haut à gauche. Cholestérol, tout part des graisses. Les hormones sont fabriquées à partir des graisses, et c'est important de le savoir. Quand on sait tout ce qui se passe autour du cholestérol, il est important de pas... l'alimentation est le point de départ, et on sait que les anorexiques, auront un blocage hormonal. Elles n'auront plus de sécrétion hormonale, elles vont se retrouver ce qu'on appelle un aménorrhée, arrêt des règles, arrêt des menstruations. Il y aura un arrêt total de production des hormones s'il n'y a plus de graisse. Donc c'est juste essentiel. Et sur le chemin, on voit tout en bas cortisol, il y a des hormones dites de stress, ou des hormones qui nous permettent de nous mettre en mouvement, qui mobilisent le métabolisme général. Et en fait, toutes ces hormones ont toutes leur rôle à jouer, soit vers les reins, c'est tout à fait en bas à gauche, les minéralocorticoïdes, favoriser la bonne régulation par le rein, l'élimination du sel, du potassium, etc.
Et puis le cortisol qui lui est essentiel. Hein. Si le matin on n'a pas notre sécrétion de cortisol matinale, on ne se lève pas. On est KO, sans énergie. Donc c'est notre starter du matin. On le fabrique naturellement. On peut en prendre en médicament aussi, mais on le fabrique. Et puis donc vers la droite, vous allez vers la droite et vous allez androstendione, qui est assez centrale, hein, la DHEA qui est au-dessus, chacune joue un rôle essentiel pour le confort et le fonctionnement général. Et les androstendiones, c'est les hormones masculines qui vont donner la testostérone. Ensuite, vous le voyez, qui peuvent se transformer en hormones féminines. Et il y a le cadre violet tout en bas, hein, qui sont les hormones féminines et ce qui se passe au niveau du foie, en violet, la transformation. Voilà. Tout à fait à droite, vous avez une flèche aromatase, cytochrome D19, cytochrome 19. C'est la testostérone qui va transformer par cette enzyme, et ça se fait au niveau des graisses, en œstrogène. Hein, et c'est la base de la compréhension on comprend pourquoi les personnes en surcharge pondérale, les hommes comme les femmes, vont fabriquer plus d'œstrogène, et chez les hommes, ça pourra donner des seins plus importants, voire ce qu'on appelle une gynécomastie, s'il y a trop, hein, et l'obésité, c'est une base qui va favoriser la fabrication d'hormones. Mais ça se passe là-bas, et après il y a le foie. Donc tout ça est une machinerie, et si on la comprend mieux, on va mieux comprendre où on doit agir, parce que pour chacun de nous, ça ne se passe pas bien à certains endroits, et ça se passe très bien à d'autres. Et donc c'est pas la règle absolue pour chacun. C'est intéressant de comprendre ce système, parce que pour l'hormonothérapie médicale, eh bien, vous avez vu tout à l'heure le cytochrome dont j'ai parlé, l'aromatase, les anti-aromatases bloquent cette production. Hein, donc j'ai dit au niveau des graisses, vous bloquez la production d'œstrogène par les graisses. Si vous avez de façon constitutionnelle un problème sur ce niveau-là, ça va être volontiers la bonne voie à utiliser. Si vous êtes en surcharge pondérale, encore plus. Alors que le tamoxifène anti-œstrogène sera peut-être plus adapté pour d'autres situations où il n'y a pas ce problème-là. Bon, c'est des réflexions que je donne comme ça, mais ça peut nous guider, en comprenant mieux ce schéma, à choisir les médicaments et à choisir aussi toutes les approches complémentaires dont on va parler. Donc première chose, métabolisme, on l'a vu, c'est compliqué, mais vous voyez, il se passe quelque chose et c'est connu. Et on va pouvoir travailler dessus. La synthèse, donc ok. Alors il y a une synthèse que je viens de montrer qui est endogène, c'est-à-dire à partir des graisses, on fabrique à l'intérieur. Et cette production d'hormones, elle va être d'autant plus importante que vous avez une puberté précoce, une ménopause tardive, donc plus le temps de vie, au cours de notre vie, avec beaucoup d'hormones, ou pas. Ça va dépendre de ça. Une puberté précoce, ménopause, est-ce que j'ai allaité, est-ce que j'ai des enfants, est-ce que j'ai fait des fécondations, enfin des tentatives de fécondation avec des productions d'hormones répétées. Tout ça va faire un volume d'hormones créé, voire même, évidemment, tous les apports exogènes, c'est-à-dire tout ce que je vais prendre en plus, qui vient de l'extérieur, et là c'est la pollution, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Je vous renvoie à la vidéo au colloque de décembre, où on en a parlé. Donc je sais que nous sommes exposés à ça, de façon massive. La contraception, quel type de contraception? Si c'est des hormones naturelles ou pas, c'est la quantité, est-ce que c'est des oestrogènes, progestérone, la durée, tout ça va jouer. Est-ce que je prends des hormones au moment de la ménopause, ce qu'on appelle le THS, traitement hormonal substitutif? Voilà. Est-ce qu'il y a des stimulations pour des fécondations in vitro et autres? Tout ça va jouer un rôle. Hein, et donc tout ça va jouer sur le fait qu'on est exposé plus ou moins aux oestrogènes. Après, il y a aussi, c'est intéressant à connaître, une fabrication des hormones, non pas dans les graisses, mais dans les tissus périphériques. Et notamment, c'est dessiné là, enfin c'est illustré là, le cerveau, les os, et surtout les articulations. Alors ça c'est génial parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ces parties-là peut-être fonctionnent mal, eh bien, ça peut donner des symptômes dans ces organes-là. Et vous comprenez pourquoi. Donc là, j'ai marqué, vous pourrez lire, hein, ces œstrogènes sont fabriqués uniquement en locavore. C'est-à-dire que ça va être fabriqué pour le tissu où cela se trouve. Donc ce ne sont pas des hormones qui vont diffuser. Et c'est très intéressant parce qu'en comprenant ça, on comprend pourquoi ce qu'on appelle les anti-aromatases, hein, donc dans l'hormonothérapie, qui bloquent la fabrication de l'aromatisation dans les tissus périphériques. Oui, ça va bloquer la production d'hormones par les graisses, mais ça peut
agir aussi sur ces tissus périphériques. Et du coup, imaginez bien que par exemple au niveau des articulations, eh bien, tout d'un coup, il n'y a plus de production d'œstrogène au niveau de l'articulation. Or, c'était utilisé en locavore pour, je dirais comme entre guillemets, mais de l'huile, nourrir localement. Et si ça manque, eh bien, ça explique ces effets secondaires qu'on décrit très souvent, de raideur articulaire, de douleur articulaire même, hein, qui peuvent être tellement pénibles qu'une fois sur trois, on ne peut pas continuer ce traitement. Voilà, donc c'est important, hein, ça permet de comprendre. Encore une fois, c'est fabriqué en local et c'est consommé en local. Et ça explique donc des effets secondaires. Plus rarement, les anti-aromatases ont donné des problèmes cognitifs, mémoire, attention, et là aussi, vous pouvez le comprendre avec ce que je viens de dire. Voilà. Après, il y a le transport des hormones. Et ça, le transport, c'est juste important à comprendre pour comprendre que dès que ces hormones sont transportées, elles ne sont pas utilisables, elles ne vont pas agir, donc vous pouvez avoir bourré d'hormones, c'est pas grave si ces hormones sont prises en charge. Par contre, en fait, si on regarde bien, je vous l'ai marqué, il y a seulement 2% des hormones qui sont des œstrogènes qui vont être libres et donc actifs. C'est pas beaucoup en fait. Hein, et ça explique que... Voilà, c'est ça qui est le plus important et on va comprendre que du coup par l'alimentation, ce qu'on apporte aussi va jouer un rôle, la quantité qu'on peut apporter par l'alimentation va pouvoir jouer un rôle. Alors, vous avez 38%, c'est marqué qui est pris en charge par une hormone spécifique, une protéine spécifique, pardon. Et puis, vous avez la partie libre, 2%, et la grande partie, en fait, sont prises par des protéines qu'on appelle des protéines porteuses non spécifiques. C'est l'albumine. L'albumine, je vous rappelle que c'est ce qu'il y a dans le blanc d'œuf. Hein. Et c'est une protéine qu'on dose dans le sang. Voilà, si on est en dénutrition, encore une fois, il y aura aussi peut-être manque de protéines. Donc, du coup, la disponibilité des hormones plus importante. Donc on va peut-être pouvoir jouer là-dessus. En augmentant la prise en charge des hormones, on pourra réduire leur action. Voilà, et sachant que, justement, cet échange-là que je viens de montrer, ces échanges d'hormones, vous voyez, à double flèche, les hormones peuvent être transportées, puis sortir, et bien ces transferts, l'insuline va jouer un rôle dessus. Et là, vous voyez le lien avec le sucre, qui peut se retrouver et qui explique que par exemple le jeûne nocturne, ça marche, hein, c'est une des explications en tout cas, pourquoi le jeûne nocturne réduit les risques de récidive après un cancer du sein de 36%, eh bien c'est parce que ça joue certainement en partie, c'est une des raisons, ça joue aussi là-dessus. La biodisponibilité des œstrogènes va être réduite parce que l'insuline va être mieux réglée, et que quand il y a trop d'insuline, et il y en a à chaque fois qu'on mange du sucre, eh bien s'il y a moins d'insuline sécrétée, il y a moins de disponibilité des œstrogènes. Cette hormone, elle est fabriquée par le foie, la protéine transporteuse SHBG. Elle est fabriquée par le foie, et donc là aussi, encore une fois, hein, si le foie fonctionne mal, cette protéine risque d'être mal fabriquée, et là aussi, il y aura plus d'hormones disponibles dans le sang, ce qui va poser encore des problèmes. Encore une fois, j'ai mis en bas les références des études scientifiques et vous noterez Lettres du cancérologue 2017. C'est quelque chose qui est connu, qui est officiellement connu depuis plus de 20 ans, mais qui sort dans la revue, c'est la revue française la plus lue par les cancérologues. Donc je vous parle vraiment de quelque chose qui est bien connu qui est censé être bien connu par tout le monde et qui pourrait être mis en pratique, on va le voir, on pourrait s'en servir. Troisième point, il y a une fabrication des hormones, il y a une mise à disposition plutôt des hormones en fait, au niveau des tissus aussi. Donc il s'est dit qu'il y avait une fabrication par les graisses, une fabrication dans les tissus, certains tissus, et après ces hormones peuvent être neutralisées ou pas par une enzyme, et c'est la sulfatation des œstrogènes. C'est-à-dire que ces enzymes, vous voyez les flèches, le schéma, quand cette enzyme, la fameuse sulfotransférase, intervient, elle inactive l'œstrogène. Et donc ça, on en a plus ou moins. Nous ne sommes pas égaux. Hein, je souris parce que je regardais hier mon test, le test que j'ai fait, et moi j'ai 3 gènes, j'en ai pas 2, j'en ai 3 qui gèrent cette enzyme-là. Donc je suis très avantagé sur ce plan-là, et je me retrouve avec une capacité à neutraliser les œstrogènes très facile.
Voilà, c'est comme ça. C'est de naissance. Donc c'est bien de le savoir, on le verra. Pourquoi pas ces tests pour savoir si on est fort ou pas. En tout cas, c'est intéressant parce que cette enzyme, on peut agir dessus aussi par certaines choses. Et regardez à gauche, on peut stimuler cette enzyme. Si vous avez des enzymes qui ne sont pas très fortes dans votre cas, vous pouvez les aider. Brocolis, les crucifères, tous les choux, tous les brocolis, la roquette vont aider. Le diindolméthane qu'on trouve dans les pousses de brocolis, les baies, le soja, le lin, la vitamine D, le magnésium, le curcumine, tout ceci vont agir sur cette enzyme-là. Donc vous voyez, vous retrouvez même la vitamine D, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, qui a des actions multiples. Tout ça, ce sont des substances qui nous aident à la santé, c'est formidable, et on peut les aider. En contrario, quand on est en surpoids, quand on ne bouge pas d'activité physique, va réduire l'activité de cette enzyme. Et là aussi, bon sang, vous voyez à quel point l'activité physique peut jouer un rôle. C'est hallucinant, vous pouvez agir sur votre santé. Il suffit de le croire, de l'avoir compris et de vous mettre en action. Je vous montre ce PET scan, c'est particulier, c'est un PET scan ou une tomographie à émission de positons en français, couplé à des hormones radioactives, la œstrogène. Regardez où c'est noir, au niveau du foie. Donc, si vous comprenez, avec cette image-là, à quel point les hormones, quand elles sont fabriquées, où elles vont ensuite? Vers le foie. Je vous injecte des hormones, elles vont tout de suite au foie. Et regardez ensuite tout ce qui est noir, les intestins. Elles sont éliminées ensuite par les intestins. Donc ça passe par le foie, c'est transformé, c'est notre centrale d'épuration, éliminé, envoyé dans les intestins. Voilà. Donc là vous avez tout. Et entre parenthèses, en haut on voit 2 points noirs, ce sont des métastases d'un cancer hormonodépendant, avec des ganglions qui sont là-haut. Mais ce qu'il y a au foie, ça n'est pas du tout une métastase, c'est le foie qui transforme les hormones. Si on fait un PET scan au sucre radioactif, je vous rappelle, le cerveau est tout noir. Parce que tout de suite, le sucre va aller au cerveau qui fonctionne en permanence. Et bien là, regardez, ça illustre bien que les hormones vont bien au foie et que ce schéma que je vous montrais tout à l'heure, hormones-foie, c'est vraiment une réalité. Et qu'est-ce qu'on pourra faire pour modifier cette transformation par le foie dans la bonne direction? Parce que regardez, c'est illustré là, il y a la voie à gauche de hydroxylase. C'est la bonne voie, ça transforme les hormones en substances non actives, voire même protectrices. Et puis à droite, c'est les 16 et 4 alpha-hydroxylase. Et là, ce sont des substances qui deviennent hautement toxiques, voire hyper-œstrogéniques. Les 16 sont hyper-œstrogéniques, c'est-à-dire que ça devient des super-hormones, encore plus actives. Et là, tout d'un coup, vous comprenez l'idée que l'endométriose, tous les problèmes d'hyper-œstrogénie, ça vient de là. Ça vient de là, en majorité. Et c'est pour ça que y a des choses à faire pour l'endométriose, pour le cancer, à agir sur le foie pour aider le foie à transformer les hormones comme il faut. Alors encore une fois, ce que je vous raconte ne sort pas nulle part. Là, je donne ce schéma qui est montré, c'est dans les cours de la fac de Grenoble, le diplôme de micronutrition, de physionutrition. Eh bien, voilà ce qui est enseigné, le métabolisme des hormones, et encore une fois, c'est quelque chose de très connu, démontré scientifiquement. Les androgènes, tout à fait à gauche, les androgènes, les hormones masculines, sont transformés en œstrone, estradiol, les hormones féminines, par le cytochrome 19, qu'on trouve dans les graisses, ce fameux-là qu'on va bloquer par les anti-aromatases, les médicaments qu'on bloque, qu'on appelle anti-aromatase, Femara, aromazine, etc. On pourra réduire la production des hormones masculines en amont avec des médicaments comme Zytiga, et ça c'est pour le cancer de prostate, on va réduire des hormones masculines. Donc là, ces œstrogènes, pourquoi c'est intéressant dans le cancer de prostate? C'est que, regardez, après, elles peuvent donner des substances toxiques, donc chez l'homme aussi. Et donc, vous voyez le chemin, tout ce qui est orange, c'est pas bon, tout ce qui est vert, c'est bon. La voie préférentielle qu'il faut favoriser, c'est la voie du cytochrome 1A1. Voilà. Et en 2018, je ne comprenais pas tout à tout cela, mais je me souviens avoir parlé au Palais des Congrès, devant plus de 1000 personnes, pour montrer une étude qui démontrait que quand il y avait un variant, vous avez entendu parler de l'histoire des variants, un variant de ce cytochrome qui ne fonctionnait pas bien chez les femmes, et c'est quand même 15% des femmes de race blanche, et un peu plus chez les femmes de race noire, bien quand il y a ce variant-là, les femmes ont 2 à 5 fois plus de risque de cancer du sein lié à la pollution automobile
liées à la pollution au PCB. Et vous comprenez dans ce schéma, si le cytochrome 1A1 marche moins bien, ça va passer par les autres voies, et vous avez vu que les autres voies donnent des voies en orange qui sont extrêmement dangereuses, aboutissant à des substances toxiques. Voilà. Donc je passe, c'est compliqué, mais pour montrer que tout ceci, c'est un enchaînement, et ça marche toujours par le système du maillon faible, c'est-à-dire que si un truc ne marche pas, malheureusement, ça ne va pas marcher dans son ensemble. Alors, une publication qui est mise là, 1999, regardez bien, et la conclusion en français en bas, intéressant, on savait depuis longtemps, les œstrogènes, on en parle tout le temps comme des hormonostimulants, comme si c'était des promoteurs du cancer qui nourrit, on n'en parle jamais dans le sens que c'est des initiateurs des cellules cancéreuses. Et la conclusion de cet article était bien, les œstrogènes sont des carcinogènes complets. Alors il est marqué à part entière, c'est pas des carcinogènes complets. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire la phase 1, 2, 3, initiation, promotion, prolifération. Ils sont présents à tous les étages. Donc les hormones sont, je ne dis pas l'ennemi, mais les hormones, et on va le voir, c'est surtout les hormones oxydées, sont vraiment les substances à travailler tous, plus ou moins tous, et de façon plus ou moins importante, parce que ça joue un rôle fondamental dans la cancérogénèse. Et là, je vous ai mis aussi, vous pouvez le lire tranquillement, mais je ne vais pas vous le lire, mais c'est résumé en texte ce que j'ai pris dans l'aide du cancérologue 2017, un article qui traitait de ça, et par rapport à l'obésité, comment on explique, par rapport à l'obésité, quel lien avec la transformation des œstrogènes, et quel lien avec le cancer. Tout est écrit dedans, tout s'explique. Et on comprend pourquoi la metformine, qui est un antidiabétique, est utile, réduit les risques. Tout est noté, du transport, de la synthèse, voilà, c'est dans des cadres. Si vous les regardez, voilà, c'est pas magique, tout ça est connu, si on veut bien s'en occuper. Ensuite, regardez ça, là où c'est compliqué, c'est vrai. C'est qu'on se dit, tiens, je prends des brocolis, c'est terminé. Mais là, regardez dans cette image, on voit que en rouge, le cytochrome, c'est la phase 1. Ils interviennent dans la phase 1 de détoxication. Or, il y a 3 phases. Donc c'est bien d'intervenir sur la phase 1, mais vous devez intervenir après aussi. Sinon, ça risque de ne pas marcher. La phase 1 fonctionne très bien, mettons, mais ensuite la phase 2, qu'on appelle conjugaison, qui va permettre de rendre le polluant soluble. Ça va permettre de rendre soluble et donc éliminable. Rappelez-vous que les polluants, on est d'accord, vous mettez du cambouis sur les mains, vous touchez les pneus de la voiture, vous n'enlevez pas ça avec de l'eau. Vous mettez un bon savon, vous dégraissez, et ensuite, avec de l'eau, ça part. Et bien, c'est pareil. Tous les polluants, pour la plupart, sont lipophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment les graisses. Vous ne les ferez pas sortir de votre corps. Et si vous mettez à maigrir, vous allez libérer des graisses, mais ils vont être dans le sang et ils ne vont pas partir. Ils partiront que si vous les solubilisez. Et c'est la phase 2 de détoxication qui va les rendre solubles, c'est-à-dire qui va faire ce travail de dégraissage. Je mets mon pec citron naturel, hop, et je peux éliminer, rendre soluble, ça peut partir dans les urines et les selles. Et dans les selles, ça peut partir. Donc, vous voyez, ça marche comme ça. Et la voie qui a suite, la phase 2, s'il y a de l'inflammation, votre foie est pollué, il est plus ou moins précirrhotique, ou il y a ce qu'on appelle le NASH, c'est l'état de stéatose non alcoolique. Pas de chance. Il y a une inflammation trop importante dans le foie, du coup la phase 2 est bloquée. Donc la phase 1 marchait bien, la phase 2 ne marche pas, et du coup malheureusement ça tourne en boucle, ça reste à l'intérieur. Donc c'est un travail et il ne faut pas oublier toutes les étapes. Voilà, la petite substance que j'ai mis là, rouge, elle rentre, toutes les substances, médicaments, n'importe quoi, rentrent et va passer par ce process avec des voies qui sont différentes. Il y a différentes voies de triage, c'est comme pour les déchets dans une centrale de recyclage. Il y a différents déchets, il y a différentes voies pour le foie. Pour les oestrogènes, il se trouve que c'est la même voie d'élimination que le tabac, la pollution automobile. Et donc, malheureusement, c'est un rôle fondamental. Et ça passe par la phase 1, la phase 2 et la phase 3 qui est l'élimination. Voilà. Donc oui, je vais marquer l'inflammation, NF-kappa B. Et on comprend pourquoi le curcuma, tiens, c'est un bon médicament pour agir là-dessus. Une illustration et une réflexion. Parce que vous comprenez, avec le Covid, il se passe plein de choses, on ne comprend rien, comment ça se fait que les gens ne font pas les liens. Mais ça vient de loin. Il y a un problème dans la science, c'est qu'on ne fait pas les liens. On ne fait pas les liens entre les choses. Et regardez là, le New England Journal of Medicine, qui est une des plus grandes revues médicales au monde, parlait en 2018 et se posait la question pourquoi les cancers du poumon
chez la femme et chez l'homme sont différents. Pourquoi les femmes qui fument, même quantité, elles ont plus de cancer du poumon que l'homme? Et ils n'arrivent pas à répondre à la question. Ils n'arrivent pas. Et jamais dans cet article, il n'y a l'hypothèse de se dire, mais au fait, quand la femme elle fume, elle doit éliminer, son foie doit éliminer non seulement la toxicité et les polluants du tabac, mais elle doit aussi faire face aux oestrogènes qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, et elle en a beaucoup plus que l'homme, qui vont être oxydés par la pollution, puisqu'elle fume, et qui plus est, c'est la même voie d'élimination que les oestrogènes. Donc il y a même une compétition. Donc on se retrouve avec une explication qui paraît évidente, une femme qui fume, elle se trouve avoir non pas un polluant, le tabac, mais un polluant plus un effet induit à l'intérieur de pollution qui sont les oestrogènes oxydés. Voilà, donc l'explication est assez simple. Évidemment qu'il y a l'idée que le foie est moins gros chez la femme que chez l'homme, mais il y aura évidemment à penser, bon sang, mais oui bien sûr, la femme, malheureusement, si je puis dire dans ce cas-là, elle n'est pas égale de l'homme, elle a beaucoup d'oestrogènes, et elle va devoir faire face à la double pollution. Et j'insiste, c'est cette double pollution qu'on montrait là, pour la femme, c'est que ces oestrogènes vont pas être des hormones, ça va devenir des polluants. Donc ça va agir au niveau du poumon, doublement, non pas avec une hormone habituelle, mais une hormone oxydée. Comment on fait pour améliorer, faire aller dans la bonne direction? Je l'ai montré, donc les crucifères peuvent aider, parce qu'ils stimulent. C'est le stimulant naturel le plus efficace pour agir sur la voie 2-alpha-hydroxylase, c'est-à-dire la bonne voie d'élimination des hormones. Entre parenthèses, le soja fait partie des substances. On en parlera dans le 3e épisode. Je sais que vous dites le soja, aïe aïe. On verra qui est vraiment coupable et qui finalement, qui sont les protecteurs, qui sont les vrais coupables. Là, cette diapo que je montre aussi, qui résume aussi ce qui est présent dans ces crucifères et les modes d'action, et on le voit, je l'ai mis, ça s'agit sur le cytochrome 1A1, 1A2, ben c'est bien, ça favorise le métabolisme des hormones dans la bonne direction. Et après, ça a des effets sur d'autres polluants, tant mieux, les nitrosamines, les benzoapyrènes et compagnie, voilà. Et même les amines hétérocycliques, donc c'est pour dire qu'en plus, c'est même une substance qui nous protège de bien d'autres pollutions. Et enfin, résumé là-dessus, le 3-indole-carbinol qui se trouve dans le brocoli, plus particulièrement, donc ces résumés-là, il a non seulement cet effet stimulant de la voie 1A1, donc la bonne voie d'élimination, mais il a aussi un effet réduisant la voie 1B1, qui est justement la voie défavorable, qui active les polluants, en les rendant plus toxiques. Donc tant mieux. Avec en plus des effets, j'ai marqué en dessous, le 3-indole-carbinol agit sur l'apoptose, c'est-à-dire la mort des cellules, donc tant mieux, les cellules cancéreuses vont mieux s'autodétruire. C'est un inhibiteur du cycle cellulaire, antiproliférant, on prend. Anti-HPV, antiviral, allez, n'hésitez pas, parce que le Covid, je pense qu'il n'aime pas, tous les virus n'aiment pas le 3-indole-carbinol, ça c'est il y a des études qui sont sorties déjà là-dessus. Donc vous voyez des substances qui ont plein d'intérêt. Je focalise ensuite sur cette image-là, parce que je vous remets l'image du début qui était compliquée, vous l'avez vu plusieurs fois, en violet là, ce cadre, on voit le métabolisme des oestrogènes. Et vous remarquerez, si vous faites grossir un peu votre écran plus tard, c'est intéressant parce qu'il est noté des choses qui aident une voix ou qui, au contraire, calment la voix. Et vous remarquerez que, par exemple, sur l'aromatase, il y a bien marqué l'excès d'alcool, l'excès de poids. Le stress va favoriser l'activité de cette aromatase. Et vous voyez à quel point donc, l'activité physique, la gestion du stress peut même agir sur le métabolisme de ces hormones. Pourquoi, quand on est stressé, les adolescents, ils ont plus de boutons? Et ça se passe ici. Vous avez l'explication. Je viens de vous la montrer. Les hormones, au moment de l'adolescence, il y a un flot d'hormones dans le foie. Ça déborde, ça part dans tous les sens. Le foie n'est pas préparé encore à transformer tout ça. Il va s'habituer, mettre en place ces systèmes. Donc on se retrouve avec plein d'hormones qui débordent, qui sont oxydées, du coup, dans la mauvaise direction par le foie, et qui vont agresser la peau. Et si en plus il y a du stress, de la fatigue, il y aura encore plus, puisque je viens de vous montrer là, que la testostérone va être transformée en œstrogène encore plus, et donc il y aura encore plus d'œstrogène ensuite oxydé derrière. Ok? On comprend ces liens, c'est pas de la magie, ça s'explique, c'est assez génial. Vous remarquerez que tiens, sur le cytochrome 1B1, il y a marqué
ce qui favorise ce cytochrome qui est pourtant pas le bon, qui va transformer en substance toxique la 4OH, qui est génotoxique, eh bien on voit polycyclique aromatique hydrocarbures, c'est-à-dire les hydrocarbures polycycliques qu'on trouve dans la pollution automobile, diesel, pas diesel, dans le tabac, dans les fumées, les PCB. Voilà. Bon. Et par contre, ce qui va aider, tiens, qu'est-ce que je vois les bioflavonoïdes, c'est-à-dire tous les antioxydants qu'on trouve dans les raisins, les baies, etc. Et le pamplemousse. Voilà. Alors, je sais que le pamplemousse, on n'arrête pas de lui taper dessus. Il a de l'intérêt, et des fois, il faut faire attention. Il interagit, c'est vrai, avec le métabolisme des substances. Donc, dans certains cas, ça peut être gênant, mais là, prévention du cancer du sein, ça peut être pas mal. Et l'intestin, dans tout ça, eh bien, il est important parce que vous éliminez tout dans l'intestin et vous vous dites c'est bon, ouf, ça va à la sortie. Mais aïe, si ça fonctionne mal, l'intestin peut réabsorber ce que vous venez d'éliminer. Et donc c'est un cycle sans fin, un peu comme si l'évier étaient bouchés. Donc attention, travaillez l'intestin et le microbiote. S'il y a des perturbations de l'intestin, eh bien, n'hésitez pas à travailler ça, à voir votre thérapeute pour travailler l'intestin qui peut aider à éliminer dans la bonne direction. Vous voyez cette photo, ce schéma qui montre que les hormones sont transformées, peuvent être retransformées, alors qu'elles avaient été neutralisées, peuvent être retransformées en substances toxiques et réassimilées par ce qu'on appelle la glucuronidation. Voilà. Et donc si la flore intestinale n'est pas de qualité, ça peut mal se passer. Entre parenthèses aussi, pour le soja, c'est pareil, il va venir, et s'il n'est pas activé dans l'intestin comme il faut, il ne sera pas efficace. C'est pareil aussi même pour le brocoli. Malheureusement, si on a un mauvais intestin, peut-être que le brocoli ne va pas être assimilé comme il faut, transformé comme il faut pour être efficace. Voilà, il y a marqué en rouge ce qui va favoriser une dysbiose, c'est-à-dire une mauvaise fermentation intestinale, l'inflammation intestin, pilules, traitements hormonaux, des antibiotiques, le tabac. Je vous renvoie au colloque, à l'intervention du professeur Castronovo qui a eu lieu le 5 décembre. Et en résumé, ouf! Là, je crois qu'on y a été fort, mais vous voyez devant vous, en fait, s'éclairer au contraire le chemin pour vous dire, mais bon sang, je peux agir. On résume tout ça. Hyper E2, ça veut dire hyper-oestrogénie. Quand on a quelqu'un, moi je vois quelqu'un en consultation qui me dit, docteur, j'ai des fibromes, j'ai de l'endométriose, j'ai pas besoin d'être un grand médecin pour me dire qu'il y a une hyper-oestrogénie et qu'il y a quelque chose à faire pour aider le foie à éliminer ces hormones, et il faut comprendre. Donc là, regardez toutes les situations d'hyperoestrogénie, ensuite, il faut comprendre. Soit il y a trop d'aromatisation, c'est-à-dire trop de fabrication d'hormones par les graisses. Si quelqu'un d'obèse, c'est une évidence, mais il y a des gens des fois maigres qui peuvent avoir une aromatisation augmentée. Mais s'il y a une cellulite et l'obésité, c'est évident. Ensuite, s'il y a insuffisance de progestérone, on sait que ça va intervenir et ça va montrer que les ovaires fonctionnent mal. Donc on pourra travailler ce terrain-là. La détoxication du foie, ça peut venir de déficit en vitamines, ça peut être parce qu'il y a trop d'hormones à mener, c'est les apports externes, le foie est débordé, il n'y arrive pas, il peut mal fonctionner, il peut y avoir de l'inflammation, voilà. Et puis enfin, tout en bas à droite, vous savez sur le schéma, la réabsorption de l'œstradiol, des hormones éliminées par le foie, qui vont être retransformées en substances toxiques, réassimilées s'il y a dysbiose intestinale. Donc vous voyez, on peut agir sur tout ça. Et on va voir donc dans notre troisième épisode des exemples de comment intervenir pour aider ce foie, enfin comment aider l'organisme à gérer, à transformer cette hyperoestrogénie pour revenir à la normale et du coup, soit prévenir les risques de cancer, soit prévenir et intervenir pour que ça ne progresse pas. Et vous avez bien compris, ça concerne les cancers du sein, les cancers hormonodépendants de la femme, mais aussi les cancers de prostate. Et ça peut concerner, suivant la situation, tout autre cancer si les hormones ont joué un rôle important dans la genèse de ce cancer. A bientôt pour ce troisième épisode.